Parc du Séminaire, 2h30. Henri sortit son couteau et appuya sur le bouton chromé de la poignée. La lame jaillit. Il la contempla rêveusement dans le clair de lune. Il aimait la façon dont la clarté tombée du ciel jouait sur elle. Il n'avait aucune idée du temps qui s'écoulait. Il passait maintenant d'un bord à l'autre de la réalité. Un son finit par atteindre sa conscience, un son qui grandissait, un moteur d'automobile. Il se rapprocha. Dans l'obscurité, les yeux de Henri s'agrandirent. Il serra le couteau, attendant le passage de la voiture. Au lieu de continuer son chemin, elle se gara le long de la haie du séminaire et s'immobilisa, là, le moteur tournant au ralenti. Avec une grimace, une raideur lui gagnait maintenant tout le ventre, il devenait dur comme une planche et le sang qui coulait entre ses doigts avait la consistance de la sève au moment où l'on arrête de la recueillir sur les érables à sucre, fin mars, début avril. Il se mit à genoux et repoussa les branches raides de la haie. Il vit les phares et la silhouette de la voiture. Des flics ? Sa main pressait et relâchait le couteau, le pressait et le relâchait, le pressait et le relâchait. « Je t'ai envoyé un taxi, Henri, lui murmura la voix. Enfin, un genre de taxi, si tu peux piger cela. Après tout, nous devons nous arranger pour que tu sois au Town House assez rapidement. La nuit se fait vieille. » La voix émit un petit rire sec et bref et se tut. On n'entendait plus que les grillons et le ronronnement régulier du moteur au ralenti. Henri se mit maladroitement debout et rebroussa chemin jusqu'à l'allée du séminaire. Il jeta un coup d'œil à la voiture. Ce n'était pas une caisse à poulet. Pas de cerise sur le toit, et sa forme était toute bizarre, ancienne. Henri crut entendre encore le petit rire, mais c'était peut-être simplement le vent. Il émergea de l'ombre de la haie, se glissa péniblement sous la chaîne et s'avança en direction du véhicule, qui sortait d'un monde en noir et blanc et de photopolaroïdes, un monde de clair de lune et de ténèbres insondables. Henri était dans un état lamentable. Sa chemise était noire de sang et son jean trempé jusqu'aux genoux. Son visage n'était qu'une tache blanche sous une coupe de cheveux à l'apparat. Il arriva jusqu'au trottoir et examina le véhicule, s'efforçant de se faire une idée de la masse qui se tenait derrière le volant. Mais c'est la voiture qu'il reconnut en premier. Celle que son père s'était promis de s'offrir un jour, une Plymouth Fury de 1958. Elle était rouge et blanc, et Henri savait, son père le lui avait suffisamment répété, que le moteur qui ronronnait doucement était un V8 327, développant 255 chevaux, capable d'atteindre 120 km/h en 9 secondes départ arrêté, et doté d'un carburateur 4 corps qui ne s'alimentait qu'au super. « Je vais me la payer, cette bagnole », aimait à dire Butch. « Et quand je crèverai, on m'enterrera dedans. » Sauf qu'il ne s'était jamais offert la Plymouth, et que l'État l'avait enterré à ses frais, après qu'on eut emmené Henri en plein délire, hurlant des choses à propos de monstres, à la ferme aux Maboules. « Si c'est lui, là-dedans, je crois pas que je pourrais monter, » songea Henri, dont les doigts étreignaient le couteau et qui oscillait d'avant en arrière, et étudiant la forme derrière le volant. La porte côté passager de la Furie s'ouvrit alors, allumant le plafonnier, et le conducteur se tourna pour le regarder. C'était Huggins le roteur. Son visage était un vrai massacre. Il lui manquait un œil et on apercevait une rangée de dents noircies par un trou pourri de sa joue parcheminée. Il portait, perché sur sa tête, la même casquette de baseball des Yankees de New York que le jour de sa mort. Mais elle était posée à l'envers. Une pourriture d'un gris verdâtre coulait lentement le long de la visière. « Roteur !» s'exclama Henri. L'éclair brûlant d'un élancement monta du bas de son ventre, lui arrachant un cri inarticulé. Les lèvres exsangues du roteur s'étirèrent en un sourire qui s'ouvrit comme une draperie au repli grisâtre. Il tendit une main sarmenteuse en un geste d'invitation vers la porte ouverte. Henri hésita, puis se traîna le long de la Plymouth, touchant au passage l'emblème du V8, comme il le touchait à chaque fois que son père l'amenait dans le hall d'exposition du constructeur à Bangor quand il était petit. La grisaille l'envahit au moment où il gagnait le côté du passager, en une vague molle qui l'obligea à s'accrocher à la porte pour garder l'équilibre. Il resta un moment immobile, tête baissée, respirant par à-coups. Finalement, le monde se remit en place, partiellement au moins, et il réussit à faire le tour de la portière pour aller s'affaler sur le siège. La douleur zigzaga de nouveau dans ses entrailles, et un jet de sang frais jaillit entre ses doigts. On aurait dit de la gelée tiède. Il renversa la tête en arrière et grinça des dents, tandis que saillaient les tendons de son cou. Finalement, la douleur diminua un peu. La porte se referma d'elle-même, le plafonnier s'éteignit, et Henri vit l'une des mains pourries de Huggins se refermer sur le levier de vitesse et enclencher la première. Le paquet de nœuds blancs des articulations luisait à travers la chair en décomposition des doigts.
La furie prit la direction de Up Mile Hill. « Comment ça va, Rotter ?» demanda Henry. Question stupide, évidemment. Le Rotter ne pouvait pas être ici. Les morts ne peuvent pas conduire de voiture. Mais c'est tout ce qu'il avait trouvé. Huggins ne répondit pas. Son orbite creuse fixait la route. Ses dents lançaient leur reflet maladif par le trou dans sa joue. Henry se rendit vaguement compte que ce bon vieux Rotter dégageait une odeur plutôt avancée. Le bon vieux Rotter puait en fait comme un panier de tomates trop mûres abandonné sous un évier. La boîte à gants s'ouvrit d'un coup sec, heurtant les genoux de Henry. À la lumière de la petite lampe qui se trouvait à l'intérieur, il aperçut une bouteille à demi pleine de Texas Driver. Il la prit, l'ouvrit et s'en envoya une grande rasade. Elle descendit comme un ruban de soie fraîche qui se transforma en une éruption de lave lorsqu'elle toucha son estomac. Un frisson le secoua des pieds à la tête. Il gémit, puis commença à se sentir légèrement mieux, un peu plus en contact avec le monde. « Merci, dit-il. » La tête du Rotter se tourna vers lui. Dans son cou, on voyait les tendons dénudés. Le bruit était celui de gonds rouillés. Huggins le regarda ainsi pendant un certain temps, de son regard borgne de mort, et Henry observa pour la première fois que l'essentiel de son nez avait disparu. On aurait dit que quelque chose s'était attaqué au pif de ce bon vieux Huggins. Un chien, peut-être, ou des rats. Plus vraisemblables, les rats. Les boyaux dans lesquels ils avaient pourchassé les mômes ce jour-là étaient infestés de rats. Bougeant toujours aussi lentement, la tête du Rotter se tourna de nouveau vers la route. Henry se sentit soulagé. Il n'avait pas trop apprécié la manière dont le bon vieux Huggins l'avait regardé. Il y avait eu quelque chose dans l'œil restant, enfoncé au creux de son orbite, qui ne lui avait pas plu. Un reproche ? De la colère ? Ou quoi ? C'est un môme clamsé qui est au volant de cette bagnole. Henry baissa les yeux sur son avant-bras et vit qu'il était hérissé de chair de poule. Il avala rapidement une deuxième gorgée à la bouteille. Celle-ci lui fit un peu moins mal et répandit sa chaleur un peu plus loin. La Plymouth descendit Up Mile Hill et s'engagea dans le rond-point qui le terminait et que ne commandaient plus que des feux orange clignotants, baignant la rue déserte et les immeubles environnants de leur éclat jaunâtre régulier. Le silence était tel que Henry eut l'impression d'entendre le cliquetis des relais dans les boîtiers. Ou était-ce son imagination ? « J'ai jamais eu l'intention de te laisser en arrière ce jour-là, Rotter, dit Henry. Je veux dire, si c'est ce que tu as à l'esprit, tu comprends ?» De nouveau, le même grincement de tendons. Huggins le regarda une fois de plus de cet œil engoncé au fond de son orbite, et le sourire qui descendit ses lèvres, terrible, révéla des gencives d'un gris tirant sur le noir, sur lequel s'épanouissait tout un jardin de pourriture. « Qu'est-ce que c'est que ce sourire ?» se demanda Henry, tandis que la voiture remontait Main Street dans un ronronnement soyeux, passant devant Freeze d'un côté, Nance Luncheonette et le cinéma Aladdin de l'autre. Est-ce un sourire d'absolution ? Un sourire de vieux copain ? Ou est-ce un sourire du genre « Je vais t'avoir, Henry, je vais t'avoir pour nous avoir laissé en plan, Victor et moi ?» Quel genre de sourire ? « Faut que tu comprennes comment ça s'est passé, » commença Henry. Mais il n'alla pas plus loin. Comment ça s'était passé au juste ? Son esprit n'était que confusion. On aurait dit les pièces emmêlées d'un puzzle, comme ceux que l'on renversait sur les tables de jeux merdiques de Juniper. Comment exactement ? Ils avaient suivi le gros lard et la petite salope jusqu'à Kansas Street et avaient attendu dans les buissons tandis que les deux mômes montaient en haut du talus. S'ils avaient disparu, ils auraient renoncé à se dissimuler et les auraient ouvertement poursuivis. C'était mieux que rien du tout. Ils pourraient choper les autres le moment voulu. Mais ils n'avaient pas disparu. Ils s'étaient simplement appuyés contre la barrière pour surveiller la rue tout en bavardant. Ils jetaient de temps en temps un coup d'œil vers les friches, mais Henry et ses acolytes étaient bien cachés. Le ciel, se souvenait Henry, s'était couvert de nuages, des nuages venant de l'est, et l'atmosphère s'était alourdie. Il allait pleuvoir dans l'après-midi. Et ensuite, une main osseuse, cuireuse, se referma sur l'avant-bras de Henry, qui hurla. Il venait une fois de plus de dériver dans la grisaille cotonneuse, mais l'abominable contact du Rotter et la douleur en coup de poignard que son cri avait provoqué dans son ventre le ramenèrent à la réalité. Il tourna la tête. Le visage de Huggins n'était qu'à quelques centimètres du sien. Il eut une inspiration de suffocation qu'il regretta aussitôt. Ce bon vieux Rotter pourrissait vraiment de partout. L'image du panier de tomates putréfiées dans un coin revint à l'esprit de Henry. Son estomac se souleva. Il se rappela tout d'un coup la fin, du moins la fin pour Vic et pour Huggins. Comment quelque chose avait surgi des ténèbres, tandis qu'il se trouvait dans un boyau, en dessous d'une grille d'égout, se demandant quelle direction prendre. Quelque chose, il aurait été incapable de dire quoi, jusqu'au cri de Victor « Frankenstein, c'est Frankenstein !»
Et c'était bien le monstre de Frankenstein qu'il avait vu, avec des boulons qui lui sortaient du cou et la profonde cicatrice bordée de points de suture sur le front, s'avançant d'un pas lourd, avec aux pieds des chaussures comme des cubes. Frankenstein avait hurlé Vic. Frank. Puis Vic n'avait plus eu de tête. Celle-ci venait de voler à travers le boyau pour aller s'écraser contre la paroi d'en face avec un bruit sourd et gluant. Les yeux jaunes et aqueux du monstre étaient alors tombés sur Henri, lequel s'était pétrifié. Il n'avait pu contenir sa vessie et avait senti un liquide chaud lui couler le long de la jambe. La créature s'était avancée de son pas lourd vers lui, et Huggins avait... Il avait... Oh, écoute, je sais que j'ai fichu le camp, admit Henri. Je n'aurais pas dû, mais... Tu comprends ? Le roteur le regardait. Je me suis perdu, murmura Henri, comme pour dire à ce bon vieux roteur que lui aussi avait payé. Un peu faible, comme s'il disait « Ouais, je sais que t'as été tué, roteur, mais moi, j'ai eu une putain d'écharde sous le pouce. » Pourtant, il en avait bavé, rudement bavé. Il avait erré dans un monde de ténèbres puantes pendant des heures et avait fini par se mettre à hurler. À un moment donné, il était tombé, une longue chute vertigineuse pendant laquelle il avait eu le temps de penser qu'au bout l'attendait la mort. Puis il s'était retrouvé dans un courant rapide qui l'entraînait. Sous le canal, avait-il pensé. Il s'était retrouvé dans la lumière du soleil en train de se coucher, s'était débattu jusqu'à ce qu'il regagne la rive et était finalement sorti de la Kenduskig à moins de 50 mètres de l'endroit où Adrian Mellon allait se noyer 26 ans plus tard. Il avait glissé, était tombé, se cognant la tête et avait perdu connaissance. Il faisait déjà nuit quand il s'était réveillé. Il avait fini par regagner la route numéro 2 et quelqu'un l'avait ramené chez lui en voiture. Et là, il était tombé sur les flics qui l'attendaient. Mais c'était dans le temps, et on était aujourd'hui. Le roteur s'était avancé sur le monstre de Frankenstein, lequel lui avait pelé le côté gauche du visage jusqu'à l'os. Henri n'avait pas attendu d'en voir davantage pour s'enfuir, mais maintenant le roteur était de retour, et celui-ci lui montrait quelque chose. Henri s'aperçut qu'il venait de s'arrêter en face du Derry Town House, et soudain il comprit parfaitement. Le Town House était le seul véritable hôtel restant à Derry. L'Eastern Star et le Travelers Rest, qui existaient encore en 1958, avaient disparu tous les deux au cours des travaux de rénovation de la ville. Henri, qui lisait fidèlement le Derry News tous les jours à Juniper Hill, était au courant. En dehors du Town House, on trouvait seulement une poignée de motels minables en bordure de la nationale. C'est certainement là qu'ils sont, se dit-il, tous ceux qui restent, en train de dormir dans leur lit, avec des rêves de bonbons, ou d'égouts, leur tournant dans la tête. Et je vais les avoir, un par un, je les aurai. Il sortit de nouveau la bouteille de Texas Driver et en prit un coup. Il sentait du sang frais couler goutte à goutte sur son ventre, et sous lui, le siège était poisseux. Mais avec le vin, il se sentait mieux. Avec le vin, ça n'avait plus d'importance. Il aurait préféré un bon bourbon, mais le Texas Driver était mieux que rien. « Écoute, dit le roteur, je m'excuse d'avoir fichu le camp. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. S'il te plaît, ne m'en veux pas. » Huggins parla, pour la première fois et dernière fois, mais la voix n'était pas la sienne. La voix qui sortait de la bouche en décomposition était basse, puissante, terrifiante. Henri ne put retenir un gémissement en l'entendant. C'était celle de la lune, celle du clown, celle qu'il avait entendue dans ses rêves d'égouts et de boyaux dans lesquels coulaient des flots impétueux et incessants. « Ferme-la et chope-les, c'est tout. »« Bien sûr, pleurnicha Henri, bien sûr, entendu. Je ne demande pas mieux, pas de problème. » Il remit la bouteille dans la boîte à gants. Son col claqua brièvement contre ses dents. Il vit alors le papier dans lequel la bouteille avait été rangée. Il le prit et le déplia, laissant des traces de sang aux angles. En manière de titre, on voyait cette en-tête écarlate. Note de Gripsou. Et en dessous, soigneusement rédigé en lettres capitales, Bildenbrough, 311. Ben Hanscom, 404. Eddie Casbrack, 609. Beverly Marsh, 518. Richie Tosier, 217. Les numéros des chambres, c'était parfait, du temps de gagner. Merci l'euro. Mais il n'y avait plus de roteur. Le siège du conducteur était vide. À la place, il n'y avait plus que la casquette des Yankees de New York, la visière engluée d'une croûte de pourriture et quelque chose de visqueux sur le levier de vitesse. Le regard fixe, Henri sentait son cœur battre follement dans sa poitrine. Puis il crut entendre bouger et s'agiter sur le siège arrière. Il ouvrit la porte et sortit rapidement, non sans manquer de s'étaler dans sa hâte. Il prit au large pour faire le tour de la Furie, dont le double pot d'échappement ronronnait doucement. Il lui était pénible de marcher. Chaque pas tirait sur son ventre, y déchirait quelque chose.
Il gagna cependant le trottoir et resta planté là, à contempler le bâtiment de 8 étages, tout en briques, le seul avec le cinéma Aladdin et la bibliothèque dont il se souvenait clairement. Il n'y avait pratiquement plus de lumière dans les étages, mais les globes de verre dépoli qui encadraient l'entrée principale brillaient doucement dans la pénombre, au milieu d'un halo d'humidité dû au brouillard bas. Il avança avec difficulté entre eux et poussa l'un des battants de la porte de l'épaule. Le silence des petites heures de la nuit régnait dans le hall d'entrée. Un tapis turc défraîchi recouvrait le sol. Une fresque gigantesque, datant de la grande époque de l'exploitation du bois à Derry, ornait le plafond de ces panneaux rectangulaires. Il y avait des canapés trop rembourrés, des fauteuils et une grande cheminée dont le foyer était éteint. Une bûche de hêtre posée sur les chenets. Une vraie bûche, pas un simulacre. L'âtre du townhouse n'était pas un simple motif décoratif. Des plantes d'intérieur débordaient de leur peau. Les portes vitrées à double battant conduisant au bar et à la salle à manger étaient fermées. Venant de quelques bureaux, Henri entendit le murmure d'une télé dont le son était baissé. Il avança d'un pas vacillant, ensanglanté de la taille aux genoux. Du sang avait séché dans les lignes de ses mains. Des traînées de sang sur ses joues et son front lui faisaient comme des peintures de guerre. Il avait les yeux exorbités. Quiconque l'aurait aperçu dans le hall se serait enfui en hurlant, mais il n'y avait personne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dès qu'il appuya sur le bouton. Il regarda le papier qu'il tenait à la main, puis le panneau des numéros des étages. Après avoir délibéré un instant, il appuya sur le 6 et les portes se refermèrent. L'ascenseur s'éleva dans un léger bourdonnement de moteur. Aussi bien commencer par le plus haut et continuer en descendant. Il s'appuya à la paroi de l'ascenseur, les yeux mi-clos. Le bourdonnement avait quelque chose d'apaisant, comme celui des stations de pompage du système des égouts. Ce jour-là, il ne cessait de lui revenir à l'esprit comment tout semblait avoir été disposé à l'avance, comme si chacun d'eux n'avait été qu'un acteur avec son rôle à jouer. Comment Vic et ce bon vieux Huggins lui avaient paru, presque drogués. Il se souvenait. L'ascenseur s'arrêta avec une secousse qui provoqua une nouvelle onde de douleur dans son abdomen. Les portes s'ouvrirent. Henri sortit dans le couloir silencieux, encore des plantes dans des vases suspendus, des plantes arachnéennes qu'il n'avait aucune envie de toucher, surtout pas ces choses grimpantes d'où perlait un liquide qui lui rappelait trop les choses qui pendaient dans le noir, là-bas, en bas. Il vérifia de nouveau le papier. Casbrac était dans la 609. Henri partit dans cette direction, non sans prendre appui sur le mur, laissant une légère traînée de sang sur le papier peint. Mais il faisait un écart chaque fois qu'il arrivait à la hauteur des plantes, pas question de seulement les frôler. Il respirait péniblement, la gorge brûlante. La 609. Henri prit le cran d'arrêt dans sa poche et passa la langue sur ses lèvres parcheminées. Puis il frappa à la porte. Rien. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Qu'est-ce que c'est » fit une voix endormie. Parfait. Il serait en pyjama, mal réveillé, et quand il ouvrirait la porte, Henri n'aurait qu'à enfoncer la lame dans le creux du cou, ce creux vulnérable juste en dessous de la pomme d'Adam. « La réception, monsieur. Un message de votre femme, » répondit Henri. Casbrac était-il marié ? Peut-être avait-il dit une ânerie ? Il attendit, froid, en alerte. Il entendit un bruit de pas, des pieds chaussés de pantoufles. De Mira ? Il avait l'air inquiet. Excellent. Il le serait bien davantage dans quelques secondes. Une veine battait régulièrement à la tempe de Henri. « Je suppose, monsieur, il n'y a pas de nom. On dit juste que c'est votre femme. » Il y eut un silence, puis un bruit métallique quand Eddie manipula la chaîne. Souriant, Henri pressa le bouton chromé du manche. Clic. Il tint la lame à la hauteur de sa joue, prête. Le verrou tourna. Dans un instant, il allait plonger dans la gorge de ce petit minable décharné. Il attendit. La porte s'ouvrit, les ratés tous unis. 13h20. Et Eddie vit Stan et Richie qui débouchaient de l'épicerie de Costello Avenue, chacun d'eux grignotant une roquette sur son bâton. « Hé !» cria-t-il. « Hé ! Attendez !» Ils se retournèrent, et Stan lui fit signe de la main. Eddie courut les rejoindre aussi vite qu'il put, c'est-à-dire en réalité pas très rapidement. Il avait un bras pris dans un plâtre, et portait la planche du parcheesi sous l'autre. « Qu'avez-vous dit, Eddie ? Qu'avez-vous dit, mon garçon ?» demanda Richie avec sa voix de gentleman allemand. « Ah, le pauvre garçon a un bras cassé. Regardez-moi ça, Stan, il a un bras cassé. Soyez compatissant, portez-lui sa planche des parcheesi. »« Je peux la porter, protesta Eddie, un peu essoufflé. Est-ce que je peux avoir un peu de ta roquette ? Oh, ta maman ne voudrait pas, Eddie, fit Richie d'un ton triste, et il se mit à la lécher plus vite. Il venait juste d'arriver à la partie chocolatée de la glace, celle qu'il préférait. Les microbes, mon garçon,
N'oublie pas que tu peux attraper des microbes en mangeant après quelqu'un. Oh, je cours le risque. À regret, Richie tendit sa roquette vers la bouche d'Eddie et la retira vivement dès que le garçon eut donné 2 coups de langue. Si tu veux le reste de la mienne, je te le donne, intervint Stan. J'ai déjà assez mangé à table. Les Juifs ne mangent pas beaucoup, remarqua Richie. Ça fait partie de leur religion. Le trio marchait dans une ambiance amicale en direction de Kansas Street et des friches. Derry semblait s'enfoncer dans la somnolence embrumée de l'après-midi. Les stores étaient baissés à presque toutes les fenêtres. Des jouets gisaient sur les pelouses, abandonnés, comme si on avait hâtivement rappelé les enfants pour leur faire une sieste. À l'ouest, l'orage grondait avec une puissance contenue. « C'est vrai ?» demanda Heidi à Stan. « Mais non, Richie te fait marcher, répondit Stan. Les Juifs mangent comme tout le monde. Comme lui, ajouta-t-il en montrant Richie du doigt. Tu sais, t'es vraiment salaud avec Stan, Richie, dit Eddie. T'aimerais ça, toi, si on racontait toutes ces conneries simplement parce que t'es catholique? Oh, les catholiques aussi en font de belles, se défendit Richie. Mon père m'a raconté que Hitler était catholique et qu'il avait tué des millions de Juifs. C'est pas vrai, Stan? Ouais, je crois, répondit Stan, l'air gêné. Ma mère était furax quand mon père m'a dit cela, reprit Richie, avec un léger sourire à l'évocation de ce souvenir. Absolument furax. Nous autres catholiques, on a eu l'Inquisition, ce truc avec les brodequins, les clous sous les ongles et tout le bazar. Je me dis que toutes les religions sont plus ou moins bizarres. Moi aussi, approuva Stan calmement. Nous ne sommes pas des croyants orthodoxes, ni rien comme ça. Je veux dire, on mange du jambon, par exemple. Je ne sais même pas exactement ce que cela veut dire, être juif. Je suis né à Derry et j'ai parfois été à la synagogue de Bangor pour le Yom Kippour ou des trucs comme ça, mais... Il haussa les épaules. Du jambon? Eddie, dont la mère était méthodiste, ne comprenait pas. Les juifs orthodoxes ne mangent pas des trucs comme ça, expliqua Stan. C'est écrit quelque part dans la Torah qu'il ne faut pas manger des animaux qui rampent dans la boue ou marchent au fond de l'océan. Je ne sais pas exactement comment c'est dit. Toujours est-il que le porc et le homard sont interdits, mais mes parents en mangent, et moi aussi. C'est vraiment bizarre, fit Eddie en éclatant de rire. Je n'avais jamais entendu parler d'une religion qui disait ce qu'il fallait manger ou ne pas manger. Bientôt on va te dire quel genre d'essence acheter. De l'essence cachère, pardi, répondit Stan en riant à son tour. Ni Eddie ni Richie ne comprenaient ce qui le faisait rire. Tu dois bien admettre, dit Richie, que c'est tout de même bizarre de ne pas pouvoir manger une saucisse juste parce qu'on est juif. Ah oui? Et toi, tu manges de la viande le vendredi? Oh, bon Dieu, non, s'exclama Richie, choqué. On ne mange pas de viande le vendredi parce que... Il esquissa un sourire. Ouais, bon, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que les catholiques vont vraiment en enfer s'ils mangent de la viande le vendredi? Demanda Heidi, fasciné, totalement inconscient que ses propres grands-parents, des Polonais pratiquants, n'auraient pas plus mangé de viande le vendredi qu'ils ne se seraient promenés tout nus. Je vais te dire un truc, Eddie, répondit Richie. Je n'arrive pas à croire que Dieu m'enverrait rôtir pour l'éternité juste pour avoir mangé un sandwich au saucisson cuit un vendredi. Mais pourquoi courir le risque? Tu comprends? Ouais, bien sûr. Mais cela paraît tellement... Il avait été sur le point d'ajouter stupide, mais il s'était souvenu d'une histoire que Mrs. Portlight leur avait racontée à l'école du dimanche quand il était petit. D'après elle, un méchant garçon avait un jour volé du pain consacré lorsque le plateau de la communion était passé devant lui. Il l'avait ramené chez lui et jeté dans la cuvette des toilettes pour voir ce qui arriverait. Aussitôt, du moins d'après ce qu'avait raconté Mrs. Portlight aux enfants fascinés, l'eau était devenue d'un rouge éclatant. C'était le sang du Christ, avait-elle dit, et il était apparu à ce petit garçon parce qu'il avait commis une très vilaine action, un blasphème. Il était apparu pour l'avertir qu'en jetant la chair de Jésus dans les toilettes, il faisait courir à son âme immortelle le danger d'aller brûler en enfer. Jusqu'alors, Eddie avait apprécié la communion, qu'il ne pratiquait que depuis 1 an à peine. Les méthodistes utilisaient du jus de raisin à la place du vin, et des cubes de pain Wonder caoutchouteux étaient censés représenter le corps du Christ. Il aimait l'idée de ce rite religieux où l'on prenait de la boisson et de la nourriture, mais du fait de l'histoire de Mrs. Portlight, sa terreur mystique devant ce rite avait acquis une dimension d'effroi plus profonde. Le seul fait de tendre la main pour les cubes de pain devint un acte qui exigeait du courage, comme s'il avait redouté un choc électrique, ou pire, que par exemple le pain change brusquement de couleur dans sa main, se transformant en un caillot de sang, tandis qu'une voix désincarnée étonnerait dans l'église « Indigne, indigne, condamné à l'enfer, condamné à l'enfer !» Souvent, après avoir pris la communion, sa gorge se serrait, sa respiration commençait à siffler, et il attendait avec une impatience de plus en plus proche de la panique la fin de la bénédiction, afin d'aller dans le vestibule se servir de son inhalateur. « T'es vraiment trop bête, se dit-il, quand il fut plus grand.
Ce n'était rien qu'une histoire, et Mrs. Portlight n'était certainement pas une sainte. Maman a dit qu'elle avait divorcé à Kittery et qu'elle jouait au loto à Bangor, à Saint-Marie, alors que les vrais chrétiens ne jouent pas et laissent ça aux païens et aux catholiques. Tout cela tombait sous le sens, mais il n'en fut pas soulagé pour autant. L'histoire du pain de communion se transformant en sang lui trottait dans l'esprit et l'inquiétait parfois au point de lui faire perdre le sommeil. Il se fit la remarque une nuit que la seule façon de venir au bout de cette obsession consistait à prendre lui-même un morceau de pain consacré et à le jeter dans les toilettes pour voir ce qui se produirait. Mais il était loin d'avoir le courage nécessaire pour procéder à une telle expérience. Sa raison ne tenait pas devant l'image sinistre du sang se gonflant en un nuage accusateur, assorti de la menace d'une damnation éternelle. Elle ne tenait pas devant l'invocation magique comme un talisman. « Ceci est mon corps, prends et mange. Ceci est mon sang, répandu pour toi. » Non, il n'avait jamais procédé à cette expérience. « Moi je crois que toutes les religions sont bizarres, disait maintenant Eddie. Mais aussi puissantes, ajouta-t-il en esprit, presque magiques. Ou bien était-ce un blasphème ? Il se mit à penser à la chose qu'ils avaient vue sur Nailbolt Street, et pour la première fois il y vit un parallèle dément. Après tout, le loup-garou était bel et bien sorti des toilettes. « Bon sang, on dirait que tout le monde roupit, fit Richie en jetant le bâtonnet de sa roquette dans le caniveau. Jamais vu la ville aussi calme. Ils sont tous partis pour Bar Harbor ou quoi ? Hé, les gars !» cria Bill Denbrough derrière eux. « Attendez-moi !» Eddie se retourna, comme toujours ravi d'entendre la voix du grand Bill, lequel pédalait vigoureusement sur Silver et venait de déboucher sur Costello Avenue, distançant Mike, dont la chouine était pourtant flambant neuve, ou presque. « Yahoo, Silver, en avant !» vociféra Bill. Il roula jusqu'à eux en faisant bien du 30 à l'heure dans le crépitement furieux des cartes à jouer fixées sur la fourche. Puis il partit en rétro-pédalage, bloqua les freins et laissa sur la chaussée une splendide marque de dérapage. « Hé, Bill le Bègue !» lui lança Richie. « Comment que ça va, mec ? Ah, dis donc, comment que ça va ? Très bien. T'as vu Ben ou Beverly ?» Mike rejoignit le groupe à ce moment-là, le visage couvert de gouttelettes de sueur. « Mais à combien il roule ta bécane, au juste ?» demanda-t-il. Bill éclata de rire. « Oh, juste, je sais pas. Assez vite. »« Non, je ne les ai pas vus, » répondit Richie. « Ils doivent être en bas, à traîner, ou à chanter en duo « J'boum, j'boum, yadadadada, tu es un rêve devenu réalité, mon cœur. » Stan Uris fit des bruits de dégueulis. « Il est jaloux, c'est tout, » dit Richie à Mike. « Les juifs ne sont pas foutus de chanter. »« Bip bip, Richie » fit Richie à la place de Bill, et tous éclatèrent de rire. Ils repartirent en groupe pour les friches, Mike et Bill poussant leur bicyclette. La conversation, tout d'abord animée, devint languissante. Eddie décela sur le visage de Bill une expression de malaise, et se sentit lui aussi gagné par l'envie de se taire. Il savait bien que Richie n'avait voulu que plaisanter, mais on aurait vraiment dit que tout le monde à Derry était parti passer la journée à Bar Harbor ou n'importe où. Pas une voiture ne descendait la rue, pas une seule vieille dame ne tirait son panier de commission à roulettes. « C'est vrai que c'est bougrement calme, » risqua Eddie. Bill se contenta d'acquiescer. Ils traversèrent Kansas Street pour gagner le trottoir qui longeait les friches, et c'est alors qu'ils virent Ben et Beverly qui couraient vers eux en criant. Eddie fut choqué de l'aspect de Beverly, elle qui était habituellement impeccablement mise, les cheveux lavés et attachés en queue de cheval, était couverte maintenant de ce qui avait l'air de toutes les sortes de cochonneries imaginables. Elle avait les yeux agrandis, le regard affolé et une joue égratignée. Des ordures collaient à son jean et sa blouse était déchirée. Ben arriva derrière elle, soufflant comme un phoque, l'estomac ballottant. « On peut pas aller dans les friches, » fit Beverly haletante. « Les garçons, Henry, Victor, ils sont quelque part en bas. Et le couteau, il a un couteau. » Doucement, fit Bill, qui prit la situation en main sans effort, sans même paraître en avoir conscience. Il jeta un coup d'œil à Ben, qui venait de s'arrêter, écarlate, sa vaste poitrine se soulevant violemment. « Elle dit que Henry est devenu fou, » expliqua Ben. « Merde, tu veux dire qu'il ne l'était pas jusqu'ici » ricana Richie en crachant entre ses dents. « La ferme, Richie, » dit Bill, et tous les yeux se tournèrent de nouveau vers Beverly. « Raconte !» La main d'Eddie se glissa subrepticement dans sa poche et vint toucher l'inhalateur. Il ignorait ce que cela signifiait, mais à coup sûr ce n'était pas bon signe. Se forçant à parler aussi calmement que possible, Beverly s'arrangea pour leur présenter une version expurgée de ses mésaventures, version qui commençait au moment où Henry, Victor et Huggins lui étaient tombés dessus dans la rue. Elle ne parla pas de son père, la honte qu'elle en ressentait touchait au désespoir.
Lorsqu'elle eut fini, Bill garda le silence pendant un moment, mains dans les poches, menton baissé, le guidon de Silver appuyé contre sa poitrine. Les autres attendaient, non sans jeter de fréquents coups d'œil par-dessus la rambarde métallique qui courait le long du haut du talus. Bill réfléchit longtemps, mais personne ne le dérangea. Eddie prit conscience soudainement et sans effort qu'il s'agissait peut-être du dernier acte. C'est bien ce qu'exprimait le silence qui régnait, non ? Cette impression que la ville s'était vidée de ses habitants, qu'il n'y restait que les coquilles vides de ses bâtiments. Richie pensait à la photo de l'album de George qui avait soudain pris vie. Beverly pensait à son père, à la pâleur de ses yeux. Mike pensait à l'oiseau. Ben pensait à la momie et à une odeur comme de l'antique cannelle. Stan Uris pensait à des blue jeans noirs et dégoulinants, ainsi qu'à des mains aussi blanches que du papier froissé. « Venez !» finit par déclarer Bill. « On y descend. »« Mais Bill !» protesta Ben, l'air troublé. « Beverly dit que Henry était vraiment cinglé, qu'il a vraiment l'intention de tuer. »« Non, ce n'est pas eux !» le coupa Bill avec un geste en direction des friches. Geste qui englobait les bosquets touffus d'arbres, les bambous, le scintillement des eaux. « Ce n'est pas leur propriété. » Il les regarda, une expression sinistre sur le visage. « J'en ai marre d'avoir peur d'eux. On les a battus pendant la bataille des cailloux. Et s'il le faut, on les battra encore. »« Et si ce n'est pas seulement eux, Bill ?» hasarda Eddie. Bill se tourna vers Eddie, qui reçut un choc en se rendant compte à quel point son ami avait le visage fatigué, les traits tirés. Il y avait quelque chose d'effrayant dans son expression, mais ce ne fut que bien plus tard, alors qu'adulte il s'enfonçait dans le sommeil, après la réunion de la bibliothèque, qu'il comprit pourquoi elle lui avait paru aussi effrayante. C'était celle d'un garçon poussé aux limites de la folie, un garçon qui n'était peut-être pas davantage saint d'esprit ou maître de ses décisions que ne l'était Henry. Cependant, Bill était bien présent, les regardant de ce regard hanté, un Bill en colère, déterminé. « Et si c'est seulement eux ?» Personne ne lui répondit. Le tonnerre gronda, plus proche maintenant. Eddie leva les yeux vers le ciel et vit les nuages d'orage, d'énormes cumulus arrivés de l'ouest en bataillons noirs et serrés. Il allait tomber des hallebardes, comme sa mère se plaisait parfois à le dire. « J'ai autre chose à vous dire, » reprit Bill en parcourant leur groupe des yeux. « Aucun de vous n'est obligé de venir s'il ne veut pas. Chacun décide pour soi. »« Je viens, grand Bill, » dit calmement Richie. « Moi aussi, » ajouta Ben. « Ah, évidemment, » fit Mike avec un haussement d'épaule. Beverly et Stan acquiescèrent. Restait Eddie. « Je crois qu'il vaut mieux pas, » dit Richie. « Ton bras n'est pas en état ?» Eddie regarda Bill. « Je veux qu'il vienne, » dit Bill. « Tu marcheras à côté de moi, Eddie. Je te surveillerai. »« Merci, Bill, » répondit Eddie. Le visage fatigué et à demi fou de Bill lui parut soudain plein de charme, fait pour être aimé. Il ressentit un vague émerveillement. Je parie que je mourrais pour lui s'il me le demandait. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir ? S'il vous fait la tête de Bill aujourd'hui, il n'est peut-être pas si agréable que cela de le détenir. Ouais, Bill dispose de l'arme absolue, commenta Richie. La bombe puante. Il souleva le bras gauche et s'éventa l'aisselle de la main droite. Ben et Mike rirent un peu. Eddie esquissa un sourire. Le tonnerre gronda de nouveau, si proche et si fort cette fois, qu'ils sursautèrent et se regroupèrent instinctivement. Le vent se leva et fit rouler des débris dans le caniveau. L'avant-garde des gros nuages noirs passa devant le disque embrumé du soleil et leurs ombres s'estompèrent. Ce vent était froid et glaça la transpiration sur le bras découvert d'Eddie. Il frissonna. Bill regarda Stan et lui dit quelque chose de particulier. « T'as ton encyclopédie des oiseaux, Stan ?» Celui-ci se tapota la poche. Bill les regarda de nouveau, tour à tour. « Allons-y, » dit-il. Ils descendirent la ravine à la file indienne, sauf Bill qui, comme il l'avait dit, se tenait à côté d'Eddie. Il laissa Richie piloter Silver et une fois en bas, il l'installa à sa place accoutumée sous le pont, puis ils se regroupèrent, regardant autour d'eux. La tempête qui approchait n'entraîna pas d'obscurité, pas même exactement un assombrissement, mais la qualité de la lumière changea, et les choses apparurent dans une sorte de relief acéré, comme en songe, sans ombre et pourtant clair, ciselé. Eddie sentit une bouffée d'horreur et d'appréhension lui tordre le ventre quand il prit conscience que cet éclairage lui était familier. C'était le même que celui du jour du 29 Nailbot Street.
Le zigzag d'un éclair tatoua les nuages, assez aveuglant pour le faire grimacer. Il porta une main à son visage et se mit à compter mentalement. 1, 2, 3, et le tonnerre claqua. Un seul aboiement, un son explosif, semblable à un pétard M80, et ils se rapprochèrent encore les uns des autres. Les prévisions météo ne parlaient pas d'orage ce matin, dit Ben mal à l'aise. Sur le journal, il y avait chaud et brumeux. Mike parcourait le ciel des yeux. Les nuages là-haut étaient des quilles de bateau enduites de poids, hautes et lourdes, envahissant vivement la brume bleuâtre qui recouvrait le ciel d'un horizon à l'autre lorsqu'il était sorti de chez les Denbrough avec Bill après le déjeuner. Il monte vite, dit-il. Jamais vu un orage arriver aussi vite. Et comme pour confirmer ses propos, le tonnerre craqua de nouveau. Allons-y, dit Bill. On mettra le parc Kizzy d'Eddie dans le club. Ils s'engagèrent sur le sentier que leur passage répété avait fini par battre depuis l'affaire du barrage. Bill et Eddie ouvraient la marche, leurs épaules frôlant les grosses feuilles vertes des buissons. Les autres suivaient derrière. Il y eut une nouvelle rafale de vent qui fit murmurer le feuillage des arbres comme des buissons. Un peu plus loin, les bambous émirent leur cliquetis mystérieux, semblable à des tambours dans un conte de la jungle. « Bill » fit Eddie à voix basse. « Quoi ? Je croyais que c'était juste dans les films, mais... » Il rit un peu. « J'ai l'impression qu'on nous observe. »« Ouais, d'accord, ils sont là. Ils sont là. » Eddie regarda nerveusement autour de lui et serra un peu plus le jeu sous son bras valide. La chambre d'Eddie, 3h05. Il ouvrit la porte sur un monstre de bande dessinée. L'apparition qui se tenait devant lui, couverte de sang, ne pouvait être que Henry Bowers. Il avait l'air d'un cadavre qui vient de sortir de la tombe, avec sur le visage un masque de sorcier pétrifié fait de haine et d'envie de meurtre. Il avait la main droite levée à la hauteur de la joue et, tandis que les yeux d'Eddie s'exorbitaient, cette main jaillit en avant, la lame du cran d'arrêt brillant comme de la soie. Sans réfléchir, pas le temps, réfléchir aurait été synonyme de mourir, Eddie claqua la porte. Elle heurta l'avant-bras de son assaillant, détournant la lame dont l'arc furieux ne passa qu'à quelques centimètres du cou d'Eddie. Il y eut un craquement lorsque la porte écrasa le bras de Henry contre le montant. Le démon poussa un cri étouffé. Sa main s'ouvrit, le couteau tomba sur le sol. Eddie lui donna un coup de pied et il alla glisser sous le poste de télé. Henry se jeta de tout son poids contre la porte. Il faisait une 50aine de kilos de plus qu'Eddie, qui, repoussé en arrière comme un pantin, heurta le bord du lit de ses mollets et s'effondra dessus. Henry pénétra dans la chambre et claqua la porte d'un coup de talon, puis il mit le verrou tandis que Casbrac se rasseyait, les yeux exorbités, un sifflement déjà dans la gorge. « D'accord, pédé, » dit Henry. Son regard erra quelques instants sur le sol à la recherche du couteau. Il ne le vit pas. À tâtons, Eddie prit sur sa table de nuit l'une des 2 bouteilles de Perrier qu'il avait fait monter à son arrivée. C'était la pleine. Il avait bu l'autre avant de se rendre à la bibliothèque pour se calmer les nerfs et une crise d'hyperactivité. Le Perrier était bon pour sa digestion. Henry renonça à trouver le couteau et marcha sur lui. Saisissant la bouteille verte par le col, Eddie la cassa contre le rebord de la table de nuit et se couvrit d'eau pétillante, inondant la plupart de ses boîtes de médicaments. Du sang frais et à demi séché poissait la chemise et le pantalon de Henry, dont la main droite pendait maintenant selon un angle bizarre. « Sale petit pédé, dit Henry. Je vais t'apprendre, moi, à lancer des cailloux. » Il atteignit le lit et tendit une main vers Eddie, qui commençait à peine à se rendre compte de ce qui lui arrivait. Il s'était passé moins de 40 secondes depuis l'instant où il avait ouvert la porte. Comme la main de Henry s'approchait, Eddie lui porta un coup à la figure avec le tesson pointu de verre, lui ouvrant la joue droite, dont un morceau se mit à pendre comme un rabat, lui crevant l'œil. Henry poussa un gémissement, souffle coupé, et partit en arrière, chancelant. Dans un écoulement de fluide blanc jaunâtre, l'œil entaillé glissa hors de son orbite, y restant suspendu par des filaments. Une fontaine de sang s'était ouverte dans sa joue, vermeille. Le cri d'Eddie fut plus fort. Il se leva du lit et se dirigea vers Henry, pour l'aider peut-être, il ne savait pas très bien, mais l'autre se jeta de nouveau vers lui. Eddie se servit de nouveau de sa bouteille de Perrier comme d'un sabre. Cette fois-ci, les pointes de verre s'enfoncèrent dans la main gauche de Henry, profondément, lui cisaillant les doigts. Du sang se mit à couler. L'évadé de Juniper lâcha un grognement épais, presque le bruit de quelqu'un qui s'éclaircit la gorge, et donna un coup à Eddie de sa main droite. Eddie perdit l'équilibre et alla heurter l'écritoire. Dans une fausse position derrière lui, son bras gauche reçut tout son poids lorsqu'il tomba dessus. Il ressentit un élancement violent, à vomir, lorsque l'os céda le long de l'ancienne fracture.
Il dut serrer les dents pour retenir un cri d'effroi. Une ombre lui cacha la lumière. Henry Bowers le dominait de toute sa taille, oscillant d'avant en arrière, ses genoux ployèrent. Du sang coulait de sa main gauche sur la robe de chambre d'Eddie. Ce dernier s'était accroché au fragment de la bouteille de Perrier qu'il pointa devant lui au moment où les genoux de Henry cédèrent complètement. Les fragments pointus tournés vers son assaillant, le goulot appuyé contre son sternum, Henry s'effondra comme un arbre et vint s'empaler sur la bouteille. Eddie la sentit qui éclatait dans sa main, tandis qu'un atroce éclair de douleur sciait de nouveau son bras gauche, toujours prisonnier. Du sang frais cascada sur lui, le sien ou celui de Henry, il ne savait pas. Henry tressaillit comme une truite qu'un pêcheur vient de décrocher de l'hameçon. Ses chaussures tambourinaient sur le sol, presque en mesure, sur un rythme syncopé. L'odeur de son haleine fétide parfum à Eddie, puis il se raidit et roula sur le côté. La bouteille pointait au milieu de son buste, goulot vers le plafond, grotesque, comme si elle avait poussé, là. « dit Henry, les yeux tournés vers le plafond. Eddie le crut mort. Il dut lutter contre l'évanouissement. Il se mit à genoux et réussit finalement à se hisser sur ses pieds. Une nouvelle sensation de douleur monta de son bras gauche quand il le ramena devant lui, ce qui lui éclaircit un peu la tête. Sifflant, luttant pour respirer, il atteignit la table de nuit. Il ramassa son inhalateur au milieu des dernières bulles de Perrier, se l'enfonça dans la bouche et appuya sur la détente. Il eut un frisson et en prit une deuxième giclée. Il regarda le corps étendu sur la moquette. Cela pouvait-il être Henry ? Était-ce possible ? Ah oui, Henry devenu vieux, les cheveux plus gris que noirs, le corps empâté, blanc, ramolli. Mais Henry était mort. À la fin des fins, Henry était... dit Henry en se mettant sur son séant. Ses mains griffèrent l'air à la recherche de prises qu'il aurait été seul à voir. Du fluide perlait de son œil crevé et qui pendait maintenant énorme sur la joue entaillée. Il regarda autour de lui de son autre œil, vit Eddie qui essayait de s'enfoncer dans le mur et tenta de se lever. Il ouvrit la bouche, mais c'est un flot de sang qui en sortit, puis il s'effondra de nouveau. Le cœur battant à tout rompre, Eddie saisit le téléphone d'une main tremblante et ne réussit qu'à le faire tomber sur le lit. Il le reprit et fit le 0. À l'autre bout, une sonnerie retentit interminablement. « Réponds, bon Dieu, pensa Eddie. Qu'est-ce que tu fous en bas ? Tu te branles ? Réponds, bordel ! Décroche ce foutu téléphone !» Il sonnait toujours. Eddie ne quittait pas Henry des yeux, s'attendant à le voir essayer à tout instant de se remettre sur pied. Et tout se sent, Seigneur Dieu, tout se sent. « Réception » finit par répondre une voix pâteuse et chargée de reproches. « Passez-moi la chambre de monsieur Denbrou, aussi vite que possible !» Tout en répondant, il tendait son oreille libre au bruit en provenance des autres chambres. Avait-il fait beaucoup de tapage ? Quelqu'un n'allait-il pas cogner à la porte et demander ce qui se passait ici ? « Vous êtes sûr que je dois l'appeler, monsieur ? Il est 3h10 du matin, objecta l'employé. « Oui, je vous dis, vite !» fit Eddie, criant presque. La main qui tenait le combiné était agitée de tremblements saccadés, convulsifs. Dans son autre bras montait un horrible bourdonnement de guêpes dérangées. Henry ne venait-il pas de bouger encore ? Oh non, sûrement pas. D'accord, répondit l'employé. Calmez-vous, mon vieux. Il y eut un clic, puis le ronflement enroué d'une sonnerie de chambre. Allez, réponds, Bill, réponds. Soudain, une hypothèse qui n'avait rien d'invraisemblable lui traversa l'esprit. Et si Henry avait commencé par la chambre de Bill, ou celle de Richie, ou celle de Ben, ou celle de Bev ? À moins qu'il n'ait fait une petite visite à la bibliothèque d'abord. Il avait sûrement commencé par quelqu'un d'autre, car si personne ne l'avait sérieusement amoché auparavant, ce serait lui, Eddie, qui serait allongé là, par terre, avec le manche d'un cran d'arrêt dépassant de sa poitrine, comme le goulot de la bouteille de Perrier dépassait de celle de Henry. Et si jamais il était déjà passé partout, les ayant tous surpris dans leur sommeil, comme il avait failli le surprendre, s'ils étaient tous morts. Une idée tellement horrible qu'Eddie crut qu'il allait crier si quelqu'un ne décrochait pas rapidement le téléphone. « Je t'en supplie, grand Bill, murmura Eddie, je t'en supplie, sois là, mec. » On décrocha, et d'un ton prudent qui ne lui était pas habituel, Bill fit « Allô ?»« Ah, Bill, répondit Eddie, bafouillant presque. « Grâce à Dieu, t'es là. »« C'est toi, Eddie ?» La voix de Bill se fit momentanément plus faible. Il parlait à quelqu'un d'autre, disant qui appelait. Puis elle redevint normale. « Qu'est-ce qui se passe, Eddie ?»« C'est Henry Bowers, » expliqua Eddie, en jetant de nouveau un coup d'œil sur le corps. N'avait-il pas changé de position ? Cette fois-ci, il eut plus de mal à se persuader qu'il n'avait pas bougé. « Il est venu ici, Bill, et je l'ai tué. Il avait un couteau. Je crois, » il baissa la voix, « je crois que c'est le même que l'autre fois,
quand on était dans les égouts. Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Écoute-moi, Eddie. Les friches, 13h55. Va dire à Ben de se pointer ici. Entendu, Bill, dit Eddie. Ils approchaient de la clairière. L'orage grondait dans le ciel chargé et les buissons soupiraient dans la brise qui se levait. Ben le rejoignit au moment où il pénétrait dans la clairière. La trappe du club était restée ouverte, un probable carré de ténèbres dans le vert de l'herbe. On entendait très clairement le babil de la rivière, et Bill fut soudain envahi d'une certitude insensée. C'était la dernière fois qu'il voyait ce lieu, entendait ce son dans son enfance. Il prit une profonde inspiration et sentit une odeur de terre à laquelle se mêlait l'âcre parfum de suie de la décharge, fumant comme un volcan assoupi qui ne se décide pas à entrer en éruption. Il vit un vol d'oiseaux franchir la voie ferrée et prendre la direction d'Old Cape. Il leva les yeux vers le bouillonnement des cumulus. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Ben. « Pourquoi n'ont-ils pas essayé de nous avoir » s'interrogea Bill. « Ils sont ici. Et Eddie avait raison là-dessus. Je peux les sentir. »« Ouais, » répondit Ben. « Ils sont peut-être assez bêtes pour croire que nous allions retourner dans le club. Comme ça, on aurait été piégés. »« Peut-être, » dit Bill, qui se sentit pris de rage à son incoercible bégaiement. Impossible de parler vite. Il y avait cependant des choses qu'il aurait sans doute trouvées impossibles à exprimer. L'impression, par exemple, qu'il voyait presque par les yeux de Henry Bowers, et bien qu'appartenant à des partis adverses, pions contrôlés par des forces antagonistes, Henry et lui étaient devenus très proches. Henry attendait d'eux qu'ils restent et se battent. Ça attendait qu'ils restent et se battent, et se fassent tuer. Ce fut comme si explosait une lumière blanche et glacée dans sa tête. Ils allaient être victimes du tueur qui arpentait Derry depuis la mort de George, tous les 7. On retrouverait leur corps ou non. Tout dépendait d'une chose, dans quelle mesure ça voudrait ou pourrait protéger Henry, Huggins et Victor. Oui, pour les autres, pour le reste des habitants de cette ville, nous ne serons que de nouvelles victimes du tueur. Et au fond, c'est vrai, d'une manière plutôt comique. Ça veut notre mort. Henry est l'instrument chargé d'accomplir cette tâche pour que ça n'ait même pas besoin de se montrer. Moi, en premier, je crois. Beverly et Richie seraient capables de tenir, mais les autres, Stan a la frousse, ainsi que Ben, bien que je le croie plus solide que Stan. Quant à Eddie, il a un bras cassé. Mais pourquoi les avoir fourrés dans ce pétrin, mon Dieu, pourquoi ? Bill ? Demanda Ben d'un ton anxieux. Les autres les rejoignirent autour du club. Il y eut un nouveau coup de tonnerre, violent, et les buissons s'agitèrent plus nerveusement. Dans la lumière blafarde de l'orage, les bambous cliquetaient. Bill ! C'était Richie cette fois. Chut, chut, fit Bill. Les autres se turent, mal à l'aise, sous l'éclat de son regard hanté. Il contemplait le sous-bois et le chemin qui s'y enfonçait, sinueux, pour rejoindre Kansas Street. Il sentit soudain son esprit grimper d'un degré, déboucher sur un plan plus élevé. Aucun bégaiement dans son esprit. Ses pensées étaient comme portées sur un flot d'intuitions insensées, comme si tout venait vers lui. Georges à une extrémité, mes amis et moi à l'autre, et alors ça s'arrêtera. Une fois de plus ? Une fois de plus, oui, une fois de plus, parce que c'est déjà arrivé, et qu'il y a toujours eu une sorte de sacrifice à la fin, une chose épouvantable qui l'arrêtait. J'ignore comment je peux le savoir, mais je le sais, et il le laisse faire, grommela Bill, regardant sans le voir le bout de sentier tortillé en queue de cochon. Et évidemment, il laisse faire ça. Bill, fit Beverly à son tour. Stan se tenait à côté d'elle, impeccable en polo bleu et pantalon assorti. De l'autre côté, Mike regardait Bill intensément, comme s'il lisait dans ses pensées. Ils l'ont laissé faire, comme toujours, après quoi les choses se calment, reprennent les cours normales, et ça s'endort. S'endort ou ça hiberne comme un ours, et puis ça recommence, et ils savent, les gens savent, ils savent qu'il faut qu'il en soit ainsi pour que ça existe. Oh mon Dieu, je vous en prie, mon Dieu, les chemises, laissez-moi de l'archiduchesse, sont-elles sèches, oh Dieu, ô Seigneur Jésus, je vous en prie, laissez-moi parler. Je vous ai amené ici parce qu'il n'y a aucun endroit sûr, finit par dire Bill, la bave aux lèvres. Il s'essuya du dos de la main. Derry, c'est ça, vous me comprenez ? Où qu'on aille, quand ça nous retrouve, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne savent rien. Il leur jeta un regard suppliant.
Vous voyez pas comment ça marche? Il n'y a qu'une chose à faire, terminer ce qu'on a commencé. » Beverly revit M. Ross se lever, la regarder, replier son journal et rentrer tranquillement chez lui. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne savent rien. Et mon père, enlève ce pantalon, petite pute, aurait voulu la tuer. Mike pensa au déjeuner chez Bill. La mère de Bill n'était pas sortie de son monde de songes. On aurait dit qu'elle ne les voyait pas, plongée qu'elle était dans un roman de Henry James, tandis que les garçons, au comptoir, se préparaient des sandwichs qu'ils engloutissaient au fur et à mesure. Richie pensa à la maison impeccable de Stan, impeccable mais désespérément vide. Stan avait paru surpris. Sa mère était toujours là, ou presque, à l'heure du déjeuner. Et si elle s'absentait, elle lui faisait un mot disant où il pouvait la joindre. Il n'y avait pas eu de mots ce jour-là. La voiture n'était pas dans le garage, c'était tout. Elle a dû aller faire des courses avec son ami Debbie, avait dit Stan avec un léger froncement de sourcils. Sur quoi il avait entrepris de préparer des sandwichs salade œufs durs. Richie avait oublié l'incident, jusqu'à maintenant. Eddie pensa à sa mère. Quand il était sorti avec le Parcheesi sous le bras, il n'avait eu droit à aucune des recommandations habituelles de faire attention, de se couvrir en cas de pluie, de ne pas jouer à des jeux brutaux. Elle ne lui avait même pas demandé s'il n'avait pas oublié son inhalateur, ni indiqué l'heure à laquelle il devait rentrer, ni mis en garde contre la brutalité de ces garçons avec lesquels tu joues. Elle avait continué de regarder son feuilleton à la télé, comme s'il n'existait même pas. Comme s'il n'existait même pas. Une version différente de la même histoire leur traversa l'esprit. À un moment donné, entre l'heure du lever et celle du déjeuner, ils étaient devenus des fantômes. Des fantômes. Dis donc, Bill, fit Stan d'un ton rude, si nous coupions directement vers Old Cape. Bill secoua la tête. Non, je suis pas d'accord. On serait coincé dans les bambous ou dans les sables mouvants, où il y aurait des vrais piranhas dans la Kenduskig, ou je sais pas quoi. Chacun avait sa vision personnelle d'une même fin. Ben imagina des buissons se transformant soudain en plantes carnivores anthropophages. Beverly des sangsues volantes, comme celle qui était sortie du réfrigérateur. Stan, le col bourbeux de la bambouseraie vomissant les cadavres vivants des enfants pris dans les sables mouvants légendaires. Mike, des reptiles du Jurassique avec d'horribles dents comme des scies bondissant du cœur d'arbre pourri, les attaquant et les mettant en charpie. Et Eddie, grimpant le talus d'Old Cape pour se trouver nez à nez avec le lépreux et ses chers flasques grouillant de vermine et de bestioles. Si seulement on pouvait sortir de la ville, murmura Richie, qui fit la grimace lorsqu'un violent coup de tonnerre lui répondit un non, furieux dans le ciel. La pluie se mit à tomber. Un simple grain qui ne tarda pas à se transformer en déluge. L'espèce de paix embrumée du début de la journée était bel et bien terminée, comme si elle n'avait jamais existé. On serait en sécurité si seulement on pouvait foutre le camp de cette foutue ville. Bip, commença Beverly, mais à cet instant précis, un caillou vola des buissons et vint frapper Mike sur le côté de la tête. Il partit en arrière, chancelant, tandis que du sang coulait sous la trame serrée de ses cheveux crépus. Il serait tombé si Bill ne l'avait pas retenu. « Je vais vous apprendre à jeter des cailloux, moi !» leur parvint la voix de Henry, moqueuse. Bill les voyait jeter des coups d'œil affolés autour d'eux, prêts à filer dans 6 directions différentes. Si jamais ils faisaient cela, c'en était fini d'eux. « Ben !» hurla-t-il. Ben le regarda. « Il faut se barrer, Bill. Il... » 2 autres cailloux arrivèrent des buissons. L'un d'eux atteignit Stan sur le haut de la cuisse. Il cria, plus surpris qu'autre chose. Beverly évita le deuxième. Il tomba au sol et alla rouler dans le club par la trappe ouverte. « Est-ce que vous souvenez du premier jour où nous sommes venus ici ?» hurla Bill par-dessus le tonnerre. « À la fin des classes !»« Mais Bill !» cria Richie. Bill brandit le poing sous son nez sans cependant quitter Ben des yeux, le clouant sur place. « Les égouts, la station de pompage, c'est là que nous devons aller. Emmène-nous. »« Mais emmène-nous là !» Une grêle de cailloux vint s'abattre sur eux depuis les buissons, et Bill aperçut un instant le visage de Victor Chris, l'air effrayé, drogué et avide en même temps. Puis une pierre l'atteignit à la joue, et ce fut à Mike de le soutenir. Il resta un moment la vision brouillée, une sensation d'engourdissement au visage, sensation qui se transforma en élancement douloureux, tandis que du sang commençait à lui couler sur la joue. Il s'essuya, grimaça en sentant le nœud endolori qui gonflait là, et se nettoya sur son jean. Sa chevelure s'agitait sauvagement dans le vent qui fraîchissait. « Je vais t'apprendre à jeter des cailloux, espèce de trou du cul de bafouilleur !» lui lança Henry dans un ricanement hurlé.
Emmène-nous hurla Bill. Il comprenait maintenant pour quelle raison il avait envoyé Eddie chercher Ben. C'était à cette station de pompage qu'il devait se rendre, celle-là même et pas une autre, et seul Ben savait exactement où elle se situait. Elle était disposée le long de la Kentuskig à intervalles réguliers. C'est l'endroit, l'entrée pour trouver ça. Mais tu ne peux pas savoir ça, Bill, lui cria Beverly. Il cria à son tour furieux, à elle et aux autres. Si, je le sais. Ben resta quelques instants immobile, se mouillant les lèvres sans quitter Bill des yeux. Puis il bondit vers le milieu de la clairière en direction de la Kentuskig. Blanc-violet, un éclair aveuglant zébra le ciel, aussitôt suivi d'un craquement de tonnerre qui fit sursauter Bill. Une pierre de la taille d'un poing siffla sous son nez et vint toucher Ben au derrière. Il émit un aboiement de douleur et porta la main à sa fesse. « Ah ah, gros lard !» brailla Henri, toujours de la même voix entre hurlements et ricanements. Bruit de frottement et d'écrasement dans les buissons qui s'écartent. Henri fit son apparition au moment où la pluie, cessant de chipoter, se mit à tomber en trombe. De l'eau coulait sur la tête rasée à l'apparat du fils Bowers et dégoulinait le long de ses sourcils et de ses joues. Il souriait de toutes ses dents. « Courez !» hurla Bill. « Suivez Ben !» Il y eut d'autres bruissements dans le feuillage, et tandis que les ratés se précipitaient dans le sillage de Ben Hanscom, Victor et Huggins apparurent et se lancèrent à la suite de leur chef à leur poursuite. Même plus tard, lorsque Ben voulut reconstituer ce qui s'était passé, il ne put évoquer qu'un embrouillamini d'images de leur course au milieu des buissons. Il se souvenait de branches lourdes, de feuilles dégoulinantes de pluie, le giflant au passage et l'aspergeant d'eau froide. Il se souvenait que tonnerre et éclairs se succédaient sans interruption, aurait-on dit, et que les vociférations d'Henri, qui leur intimait de faire demi-tour pour venir se battre à la loyale, semblaient se confondre avec la rumeur de la Kentuskig au fur et à mesure qu'il s'en rapprochait. À chaque fois qu'il ralentissait, Bill lui donnait une bonne claque dans le dos pour le faire repartir. « Et si je ne peux pas la trouver, si je n'arrive pas à retrouver cette station de pompage particulière ?» Sa respiration lui râpait la gorge, brûlante avec un goût de sang. Un point de côté lui vrillait les flancs. Sa fesse meurtrie chantait sa propre chanson. Beverly lui avait dit que Henri et ses amis voulaient les tuer. Ben la croyait maintenant. Oh oui, il la croyait. Il arriva si brusquement au bord de la rivière qu'il faillit basculer dedans. Il réussit à conserver l'équilibre, mais la berge, minée par le gonflement des eaux de la décrue, s'effondra sous son poids et il tomba tout de même, dérapant jusqu'au bord de l'eau qui dévalait vite, chemise retroussée dans le dos, se maculant de boue argileuse. Bill pila contre lui et le remit vigoureusement debout. Les autres jaillirent des buissons qui surplombaient le cours d'eau les uns après les autres, Richie et Eddie les derniers. Richie, un bras passé autour de la taille d'Eddie, ses lunettes dégoulinantes de pluie en équilibre précaire sur le bout de son nez. « Où maintenant ?» cria Bill. Ben regarda à gauche, puis à droite, conscient de ne disposer que d'un instant pour décider, suicidaire. La rivière paraissait déjà plus haute et le ciel noir de pluie lui donnait une menaçante couleur ardoise, tandis qu'elle s'écoulait en bouillonnant. Les rives étaient encombrées de broussailles et de souches d'arbres, et toutes les branches dansaient follement à la musique du vent. Il entendait Eddie reprendre sa respiration en grands sanglots haletants. « Où maintenant ?» répéta Bill. « Je ne sais. » Et c'est alors qu'il aperçut l'arbre incliné et l'abri creusé en dessous par l'érosion. Celui où il s'était caché le premier jour. Il s'y était assoupi pour entendre Bill et Eddie faire les idiots quand ils s'étaient réveillés. Après quoi les grosses brutes étaient arrivées, avaient vu, avaient vaincu un barrage de bébés. « Par là !» s'écria-t-il. « Par là !» La foudre frappa de nouveau, et cette fois-ci Ben put l'entendre. Un bruit comme un transformateur en surcharge. Elle frappa l'arbre et un feu bleu électrique fusa de sa base noueuse, la faisant voler en éclats, cure-dents pour géants de contes de fées. Il tomba en travers de la rivière avec un craquement de bois déchiré, faisant jaillir un geyser d'écume. Ben eut un hoquet d'effroi, tandis qu'une odeur chaude, putride et sauvage assaillait ses narines. Une boule de feu remonta le fût de l'arbre abattu, parut devenir plus éclatante et disparut. Le tonnerre explosa, non pas au-dessus d'eux, mais autour, comme s'ils avaient été au centre de la déflagration. La pluie redoubla de violence. Bill le frappa dans le dos, l'arrachant à sa contemplation hébétée. « Allez, fonce !» Ben fonça, trébuchant dans l'eau qui jaillissait en gerbes sous ses pas, les cheveux dans les yeux. Il atteignit l'arbre, l'abri creusé en dessous s'était effondré, grimpa par-dessus et s'écorcha les mains et les coudes en escaladant son écorce mouillée. Bill et Richie aidèrent Eddie à le franchir à son tour, Ben se chargeant de le rattraper de l'autre côté, mais ils roulèrent tous deux sur le sol. Eddie cria. « Ça va ?» lui demanda Ben.
Je crois, répondit Eddie en se redressant. Il tâtonna à la recherche de son inhalateur et faillit le lâcher. Ben le rattrapa avant, ce qui lui valut un regard de gratitude d'Eddie, tandis que celui-ci s'envoyait une giclée. Richie passa à son tour, puis Stan, puis Mike. Bill aida Beverly à grimper sur le tronc et Richie la réceptionna de l'autre côté, les cheveux collés à la tête, son jean maintenant noir de boue. Bill franchit l'obstacle en dernier. Au moment où il balançait une jambe par-dessus, il aperçut Henry et ses acolytes qui arrivaient en pataugeant. Tout en se laissant retomber de l'autre côté, il cria « Des cailloux! Lancez des cailloux !» Ce n'étaient pas les galets qui manquaient sur la berge, et l'arbre abattu par la foudre constituait une barricade parfaite. En un instant, tous les 7 se retrouvèrent en train de bombarder Henry et ses potes, qui avaient presque atteint l'arbre, autant dire qu'ils furent mitraillés à bout portant. Cette contre-attaque de cailloux qui les atteignait partout, au visage, aux membres, à la poitrine, les obligea à rebrousser chemin avec des hurlements de rage et de douleur. « Je vais t'apprendre à lancer des cailloux !» le nargua Richie, en tirant un de la taille d'un œuf de poule à Victor. Il l'atteignit à l'épaule et rebondit en chandelle. Victor hurla. « Ah, dis donc, allez, venez nous apprendre, les mecs, on apprend vite, hein ?» « Oh oui, renchérit Mike dans un rugissement. « Alors, ça vous plaît, les gars, ça vous plaît ?» Ils n'obtinrent pas de réponse. Les 3 assaillants battirent en retraite jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée et se regroupèrent. Puis ils grimpèrent sur la partie surélevée de la berge que parcourait déjà tout un réseau de ruisselets, s'accrochant aux branches pour garder l'équilibre. Ils disparurent alors dans les taillis. « Ils vont nous contourner, Grand Bill, dit Richie en repoussant ses lunettes sur son nez. « C'est parfait. Allons-y, Ben, on te suit. » Ben partit en trottinant le long de la rive, s'arrêta, s'attendant à voir à tout instant le trio de leurs poursuivants surgir sous son nez, et vit la station de pompage qui se dressait à 20 mètres de lui en aval. Les autres le rejoignirent. On apercevait également 2 autres cylindres sur la rive opposée, l'un tout proche, l'autre à une 40aine de mètres en contrebas. Tous les 2 régurgitaient des torrents d'eau boueuse dans la Kenduskeag, mais un simple filet sortait du tuyau en provenance de la première. Ben remarqua qu'aucun bourdonnement ne montait de cette station. Le système de pompage devait être en panne. Il regarda Bill, songeur, et un peu effrayé. Bill s'était tourné vers Richie, Stan et Mike. « Il faut soulever le couvercle, dit-il. Aidez-moi. » La plaque de fer comportait des prises pour les mains, mais la pluie les avait rendues glissantes, sans compter que la plaque elle-même était incroyablement pesante. Ben vint se mettre à côté de Bill, qui lui ménagea de la place. On entendait des gouttes tomber à l'intérieur, un bruit répercuté en écho, désagréable, bruit de fond de puits. « Maintenant !» hurla Bill. Les 5 garçons poussèrent à l'unisson. Le couvercle bougea avec un horrible bruit de frottement. Beverly vint se placer près de Richie et Eddie poussa de son bras valide. « 1, 2, 3, poussez !» chantonna Richie. Au sommet du cylindre, la plaque dérapa de quelques centimètres, laissant apparaître un croissant de ténèbres. « 1, 2, 3, poussez !» Le croissant grossit. 1, 2, 3, poussez ! Ben poussa jusqu'à ce que des points rouges se mettent à danser devant ses yeux. « Reculez !» cria Mike. « Il va tomber ! Il va tomber !» Tous firent un pas en arrière et regardèrent la lourde plaque perdre l'équilibre et basculer. Le bord creusa un profond sillon dans l'herbe mouillée et il atterrit à l'envers, comme un échiquier géant. Des bestioles se mirent à filer dans tous les sens vers l'herbe. « Oh, Berk !» fit Eddie. Bill sonda l'intérieur du cylindre. Des barreaux de fer descendaient jusqu'à une flaque circulaire d'eau noire, dont la surface se piquait maintenant de gouttes de pluie. Au milieu, à demi submergée, méditait la pompe silencieuse. Il vit l'eau qui pénétrait dans la station par le boyau d'arrière et se dit, non sans ressentir un creux à l'estomac, « C'est là-dedans que nous devons aller, là-dedans. » « Eddie, accroche-toi à moi !» Eddie le regarda sans comprendre. « Je vais te porter sur le dos. Tu te tiendras avec ton bon bras. » Il joignit le geste à la parole. Eddie comprit, mais ne manifesta aucun enthousiasme. « Vite !» fit sèchement Bill. « Ils vont arriver !» Eddie passa le bras autour du cou de Bill. Stan et Mike le soulevèrent de façon à ce qu'il en serrât la taille de Bill de ses jambes. Quand Bill se hissa maladroitement au-dessus du rebord du cylindre, Ben vit qu'Eddie avait les yeux fermés. En dépit du crépitement de la pluie, d'autres bruits leur parvenaient. Branches qui fouettaient, tiges qui se rompaient, voix. Henry, Victor et le roteur, la plus immonde des charges de cavalerie. « J'ai la trouille, Bill !» murmura Eddie. « Moi aussi. » Passant par-dessus le rebord de ciment, il saisit le premier échelon.
Malgré Eddie, qui l'étouffait à moitié et paraissait avoir pris 20 kilos d'un seul coup, Bill s'immobilisa un instant pour parcourir des yeux les friches, la Kentuskig et les nuages en fuite. Une voix en lui, non pas effrayée mais au contraire ferme, lui avait intimé d'en profiter, au cas où il ne reverrait jamais le monde d'en haut. Il regarda donc, puis commença à descendre, Eddie accroché à son dos. « Je ne vais pas tenir bien longtemps, souffla Eddie. « Pas de problème, on arrive. » Un de ses pieds s'enfonça dans l'eau glacée. Il chercha le barreau suivant et le trouva. Il y en eut encore un, puis plus rien. L'échelle s'arrêtait là. Il se tenait à côté de la pompe, l'eau jusqu'aux genoux. Il s'accroupit, grimaçant, lorsque l'eau trop froide se mit à imbiber son pantalon et laissa glisser Eddie le long de son dos. Il prit une grande inspiration. L'odeur n'était pas précisément délicieuse, mais c'était bon de ne plus avoir le bras d'Eddie lui écrasant la gorge. Il regarda vers l'ouverture du cylindre, à quelques 3 mètres au-dessus de sa tête. Les autres, regroupés autour, le regardaient aussi. « Venez !» cria-t-il. « Un par un, grouillez-vous !» Beverly arriva à la première, passant facilement par-dessus le rebord, suivi de Stan et des autres. Richie s'engagea en dernier, s'arrêtant, l'oreille tendue, pour suivre la progression de Henry et sa troupe. Au tapage qu'il faisait, il estima qu'il passerait légèrement à gauche de la station de pompage, mais cependant pas assez loin pour que cela changeât quelque chose. À cet instant-là, Victor beugla. « Henry, là, j'ai vu Tosier !» Richie tourna la tête et les vit qui se précipitaient vers lui. Victor était en tête, mais Henry le repoussa si violemment que l'autre tomba à genoux. Henry tenait un couteau, un vrai coutelas. Oh oui, des gouttes d'eau tombaient de la lame. Richie regarda l'intérieur du cylindre, vit Ben et Stan aider Mike à quitter l'échelle, et balança ses jambes par-dessus le rebord. Henry comprit ce qu'il faisait et lui cria quelque chose. Avec un rire dément, Richie lui adressa ce qui doit être l'un des plus vieux gestes du monde, un bras d'honneur. Et pour être sûr que Henry comprenne, il tint le majeur bien droit au milieu des autres doigts repliés. « Vous allez crever là-dedans !» cria Henry. « Prouve-le !» rétorqua Richie, riant toujours. Il était terrifié à l'idée de descendre dans ce gosier de béton, sans pouvoir cependant s'arrêter de rire. Et prenant la voix du flic irlandais, il beugla. « Sûr comme 2 et 2 font 4, mon bon ami, un Irlandais n'est jamais au bout de sa chance. » Henry glissa sur l'herbe mouillée et s'étala sur les fesses, à moins de 10 mètres de l'endroit où se tenait Richie, un pied sur le premier des barreaux métalliques boulonnés sur la paroi incurvée de ciment, dépassant de tout son torse. « Hé, t'as toujours des godasses en peau de banane, je vois !» hurla-t-il, délirant d'une joie triomphale avant de dévaler précipitamment l'échelle. Les barreaux étaient glissants et il faillit bien perdre l'équilibre. Puis Bill et Mike l'attrapèrent et il se trouva dans l'eau jusqu'aux genoux avec les autres, se tenant en cercle autour de la pompe. Il tremblait de tout son corps, des frissons alternativement glacés et brûlants le parcouraient, et néanmoins il n'arrivait pas à arrêter son fou rire. « T'aurais dû le voir, grand Bill, toujours aussi adroit, notre Henry, même pas foutu de tenir debout. » À ce moment-là, la tête de Henry apparut au sommet du cylindre. Les ronces lui avaient gratigné les joues dans tous les sens, sa bouche s'agitait et il les fusillait du regard. « D'accord, leur cria-t-il. » Ces mots produisaient une sorte de résonance plate dans le cylindre, pas tout à fait un écho. « J'arrive, je vous tiens maintenant. » Il passa une jambe par-dessus le rebord, chercha le premier barreau du pied, le trouva, passa à l'autre jambe. Parlant fort, Bill dit « Quand il arrivera assez près, on l'attrapera, on le tirera et on lui foutra la tête sous l'eau. Pigé ?»« Bien compris, mon général, » fit Richie en portant une main tremblante à son front. « Pigé ?» dit Ben. Stan adressa un clin d'œil à Eddie, qui ne comprenait pas ce qui se passait, sauf qu'il avait l'impression que Richie était devenu fou. Il riait comme un demeuré, alors que Henry Bowers, le tant redouté Henry Bowers, se préparait à descendre à son tour et à les tuer tous comme des rats. « On est tous prêts à le réceptionner, Bill !» s'écria Stan. Henry se pétrifia à la hauteur du 3e barreau. Il regarda par-dessus son épaule la bande dératée. Pour la première fois, une expression de doute se peignit sur son visage. Soudain, Henry comprit. Il ne pouvait descendre qu'un à la fois. C'était trop haut pour sauter, en particulier à cause de la présence de la pompe, et ils étaient là à attendre tous les 7, en un cercle serré. « Eh bien, viens, Henry !» dit Bill d'un ton moqueur. « Qu'est-ce que t'attends ?»« C'est vrai, ça ?» fit à son tour Richie d'un ton suave. « T'adores battre les petits, non ? Alors, viens donc, Henry !»« Nous t'attendons, Henry !» intervint à son tour Bev, encore plus suavement. « Je ne suis pas sûr que ça te plaira, mais viens toujours, si tu en as envie. »« Sauf si t'es une poule mouillée !» ajouta Ben, en se mettant à glousser. Richie fit immédiatement chorus, et bientôt tous les 7 caquetaient avec conviction.
Les gloussements moqueurs se répercutaient sur la paroi dégoulinante d'eau. Henri les regardait, étreignant le couteau d'une main, le visage couleur de brique. Il endura leurs cris pendant une trentaine de secondes, puis ressortit du cylindre de béton, poursuivi par les vociférations et les insultes des ratés. « Bon, ça va, dit Bill à voix basse. On part par ce boyau. Vite !»« Pourquoi ?» demanda Beverly, mais Bill se vit épargner l'effort d'une réponse. Henri réapparut sur le rebord de la station de pompage et jeta une pierre de la taille d'un ballon de football dans le puits. Beverly poussa un hurlement et Stan repoussa Eddie contre la paroi avec un cri rauque. La pierre heurta le capot rouillé de la machinerie dont il tira un bang musical, rebondit sur la gauche et alla frapper la paroi de béton à moins de 20 centimètres d'Eddie. Un éclat de ciment vint lui entailler douloureusement la joue. La pierre tomba dans l'eau avec un gros plouf. « Vite !» cria à nouveau Bill. Tous se massèrent auprès du conduit d'admission de la station de pompage. Il mesurait environ 1,50 m de diamètre. Bill les fit passer l'un après l'autre. Des images de cirque, une ribambelle de clowns descendant d'une voiture minuscule traversèrent son esprit comme une météore. Des années plus tard, il se servirait de cette image même dans un livre intitulé « Les rapides des ténèbres ». Il s'engagea donc le premier, non sans avoir évité une deuxième pierre. De l'abri du boyau, ils virent d'autres cailloux venir rebondir dans toutes les directions depuis le capot de la pompe. Quand l'avalanche s'arrêta, Bill passa la tête et vit Henri qui descendait l'échelle aussi vite qu'il le pouvait. « Chopez-le » hurla-t-il. Richie, Ben et Mike se précipitèrent à la suite de Bill. Richie sauta assez haut pour saisir Henri à la cheville. Celui-ci poussa un juron et secoua sa jambe comme pour se débarrasser d'un petit chien doté de fortes dents. Un terrier, par exemple, ou un pékinois. Richie s'empara d'un barreau, se hissa encore plus haut et enfonça effectivement ses dents dans la cheville de Henri, qui hurla et remonta le plus vite qu'il put. Il perdit ce faisant une de ses tennis qui tomba dans l'eau et coula immédiatement. « Il m'a mordu !» beuglait Henri. « Ce branleur m'a mordu !»« Ouais, et heureusement que j'ai été vacciné contre le tétanos il y a pas longtemps !» rétorqua Richie. « Bousillez-les !» rugit Henri. « Bousillez-les à coups de cailloux, comme à l'âge de pierre. Écrabouillez-leur la cervelle !» D'autres rochers volèrent. Les garçons retraitèrent rapidement dans le boyau. Un petit caillou atteignit Mike au bras. Il se le tint serré, grimaçant, jusqu'à ce que la douleur faiblisse. « On est dans une impasse, » remarqua Ben. « Ils ne peuvent pas descendre, mais nous ne pouvons pas sortir. »« On n'est pas censé sortir, » dit calmement Bill. « Et vous le savez tous, nous ne sommes censés jamais ressortir. » Tous le regardèrent, une expression blessée et effrayée dans les yeux. Personne ne dit mot. La voix de Henri, avec un ton moqueur qui cherchait à dissimuler sa rage, flotta jusqu'à eux. « On peut attendre en haut toute la journée, les mecs !» Beverly s'était tournée et regardait vers l'intérieur du conduit. La lumière y baissait rapidement et elle ne voyait pas grand-chose. En tout et pour tout, un tunnel de béton dans le tiers inférieur duquel coulait une eau impétueuse. Le niveau avait monté, se rendit-elle compte, depuis le moment où il s'était réfugié pour la première fois. Cela tenait à ce que la pompe ne fonctionnait pas. Seule une partie de l'eau ressortait vers la Kentuskig. Elle sentait la claustrophobie lui serrer la gorge. Si jamais le niveau continuait de monter, ils se noieraient tous. « Est-ce qu'il le faut, Bill ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Ce geste disait tout. Oui, il le fallait, sinon, quoi d'autre ? Être massacré par Henry, Victor et Huggins dans les friches ? Ou par quelque chose d'autre, d'encore pire, peut-être, dans la ville ? Elle avait parfaitement compris. Aucun bégaiement dans ce haussement d'épaules. Autant aller affronter ça, en finir une bonne fois pour toutes, comme dans l'ultime confrontation d'un western. Plus net, plus courageux. Richie dit alors « C'est quoi ce rituel dont tu nous as parlé, Grand Bill ? Celui dans le bouquin de la bibliothèque ?»« Chud !» répondit Bill, esquissant un sourire. « Oui, Chud !» acquiesça Richie. « Tu lui mords la langue et il te mord la tienne, c'est ça ?»« Exact. Et tu racontes des blagues ?» Bill acquiesça. « Marrant, » reprit Richie en examinant le boyau qui s'enfonçait dans l'obscurité. « Je n'arrive pas à m'en rappeler une seule. »« Moi non plus, » dit Ben. La peur pesait de tout son poids sur sa poitrine. Elle le suffoquait presque, mais il y avait deux choses qui l'empêchaient de s'asseoir dans l'eau et de se mettre à patauger comme un bébé dans son bain, ou tout simplement de devenir fou. La présence de Bill, avec son air calme et sûr de lui, et celle de Beverly. Il aurait préféré mourir que de lui laisser voir à quel point il avait peur. « Est-ce que tu sais où donne ce tunnel ?» demanda Stan à Bill. Ce dernier secoua la tête. « Et est-ce que tu sais comment trouver ça ?» De nouveau, Bill secoua la tête. « Nous le saurons quand nous n'en serons pas loin,
intervint soudainement Richie, qui prit une longue inspiration frissonnante. Puisqu'il le faut, n'attendons pas, allons-y. Bill acquiesça. J'ouvrirai la marche, puis Eddie, Ben, Beverly, Stanek le mec, Mike. Et toi en dernier, Richie. Chacun garde la main sur l'épaule de celui qui est devant lui. Il va faire noir. Alors, vous sortez leur cria Henry. T'en fais pas, on va sortir quelque part, grommela Richie. J'espère. Ils se mirent en file indienne, comme une parabole d'aveugle. Bill jeta un coup d'œil derrière lui, s'assurant que chacun avait bien mis la main sur l'épaule de celui qui le précédait. Puis, légèrement incliné en avant pour lutter contre la force du courant, Bill Denbrough entraîna ses amis dans ces ténèbres où avait été englouti presque un an auparavant le bateau de papier qu'il avait fabriqué pour son frère.